a une rencontre, une coïncidence entre la programmation quand elle arrive à maturité et le contexte que l'on vit. Et donc en effet, le thème dominant de cette année, c'est traverser l'épreuve et renaître. Il s'avère qu'un certain nombre des œuvres programmées racontent une histoire de trajectoire individuelle ou de trajectoire collective, d'épreuves, un deuil, une souffrance collective, et au bout duquel ou de laquelle, cette épreuve, il y a une renaissance, un renouveau, un espoir. Voilà, Orphée traverse les enfers et retrouve Eurydice. Moïse guide le peuple hébreu hors du joug égyptien. Idoménée traverse les mers en furie pour aller vers une époque plus apaisée. Voilà, c'est un thème dominant et évidemment, ça rencontre notre vie en ce moment avec les épreuves que nous traversons collectivement et individuellement et cet espoir de renouveau que nous avons évidemment au terme de ce moment difficile que nous traversons. Eh bien, typiquement, c'est l'œuvre phare qui illustre cette thématique que j'exposais, celle de la traversée de l'épreuve et de la renaissance. Le terme même de résurrection qui est accolé à cette symphonie de malheur l'illustre parfaitement. C'est l'histoire même de la symphonie de malheur, c'est un trajet de deuil et de résurrection jusqu'au jugement dernier et l'arrivée au paradis. C'est Malheur qui raconte comment il surmonte ses doutes pour aller vers l'espoir le plus grand dans la beauté du monde et le pouvoir de l'art. Mais c'est aussi la résurrection d'un lieu, puisque nous allons investir au festival cette année un nouveau lieu, le Stadium de Vitrolles, qui est un lieu tout à fait extraordinaire dû à l'architecte Rudy Ricciotti, qui a été ouvert au début des années 90 et qui a, pour des raisons politiques, été à l'abandon pendant près de 25 ans, squatté, tagué, et nous allons le récupérer en l'état et raconter la renaissance de ce bâtiment avec cette symphonie et cette œuvre mise en scène par Romeo Castellucci. Pour Romeo Castellucci, cette œuvre fait suite à Requiem. Requiem, c'était l'histoire de la disparition de toute chose. Résurrection, c'est comment poser la question d'une renaissance, d'un renouveau, comment confronter le spectateur à ce point d'interrogation, qu'y a-t-il après le Requiem? Est-ce qu'il y a l'espoir d'une renaissance, d'une résurrection? Voilà, c'est la question que posera Castellucci. Andrea Brett, elle est connue pour un travail extrêmement rigoureux et très fort, très intense sur les œuvres, grâce à une direction d'acteurs absolument au cordeau, une maîtrise de l'espace et de la lumière incroyable. Et elle aime à travailler surtout avec des chanteurs qu'elle retrouve de production en production pour connaître leur habitude de travail et continuer à aller toujours plus loin avec eux. Et là, c'est le cas notamment pour l'interprète du rôle titre, qui va être une jeune Salomé, Elsa Dreisig, que l'on connaît au festival depuis un certain nombre d'années, une des interprètes les plus passionnantes, qui aime beaucoup prendre des risques, mais des risques calculés sur la scène aujourd'hui, et qui donc sera une vraie jeune Salomé. Et ça, c'est évidemment quelque chose de très intéressant. Et Andrea Brett veut, à partir de cela, contourner, désamorcer, tordre le cou à tous les clichés qui se sont accumulés sur Salomé, œuvre décadentiste, symboliste, sulfureuse, mais dans le mauvais sens du terme, on va dire. Elle veut vraiment prendre l'œuvre au pied de la lettre, c'est-à-dire raconter des histoires d'amour tout à fait sérieuses, mais frustrées, et la forme monstrueuse que peut prendre cet amour absolu entre personnages frustrés, Salomé pour Jean-Baptiste, Hérode pour Salomé. Elle veut raconter aussi l'histoire de quelque chose qui va nous mener du romantisme allemand. Au début, la lune joue un rôle très important et on va retrouver une allusion à une peinture célèbre de Caspar David Friedrich, deux hommes regardant la lune. Et on va avoir tout un parcours comme cela qui va nous mener à notre temps contemporain, et elle raconte d'une certaine façon la fin du monde contemporain, du monde que nous vivons aujourd'hui. Je dirais qu'Idoménée, il y a trois raisons de s'y précipiter. La première, c'est un chef-d'œuvre peut-être moins connu de Mozart que la trilogie da Ponte, Les Noces de Figaro, Don Giovanni, ou La Flûte enchantée à la fin de son parcours. C'est le premier chef-d'œuvre de la première maturité de Mozart. Mozart a bénéficié de circonstances exceptionnelles pour la création de cette œuvre qu'il ne retrouvera nulle part après, avec notamment le plus grand orchestre du monde à l'époque. Donc c'est un feu d'artifice pour ce qui est de l'écriture orchestrale, des chœurs. Il y a plein de chœurs, il y a 9 chœurs, dont un double chœur dans cette œuvre. Et puis bien sûr de l'écriture vocale, avec notamment l'écriture du rôle titre et un des airs les plus éblouissants de tout le répertoire baroque, le grand air d'Idoménée, Fuor del Mar, qui raconte la confrontation entre Idoménée et Poséidon.
Voilà, donc ça c'est la première raison, un absolu chef-d'œuvre méconnu qu'il faut vraiment redécouvrir de Mozart. Enfin, la deuxième et la troisième raison vont ensemble, c'est cette collaboration exceptionnelle que Raphaël Pichon, habitué du festival, notamment dans Mozart, et Satoshi Miyagi, nouveau venu, cette collaboration qu'ils mettent en place, qu'ils ont déjà mis en place très en amont du projet pour construire leur travail vraiment en commun. J'ai assisté, suivi de près leur collaboration. Ils ont construit une partition vraiment... Il faut faire des choix dans Idoménée et ils ont construit au millimètre la partition ensemble qui leur convenait et sur le plan musical et sur le plan théâtral. Satoshi Miyagi, donc, on le connaît en France pour les spectacles qu'il a donnés au Festival d'Avignon, en particulier Antigone dans la cour d'honneur. C'est quelqu'un qui connaît très bien la mythologie grecque, les tragiques grecs, et qui sait s'emparer de cette matière et l'associer aussi à toutes les réflexions de travail qu'il a pu mener sur les théâtres orientaux, puisqu'il est donc japonais. Et donc on va avoir cette rencontre très forte à la confluence entre réflexion sur le mythe grec et matière, langage des théâtres orientaux. Et donc ça va se retrouver dans le visuel, où on va avoir des éléments qui vont nous rappeler évidemment dans les costumes ou dans les décors cet héritage et ce parcours dont vient Satoshi Miyagi. Il y aura aussi des allusions au Japon contemporain, puisque pour lui, Idoménée peut se comprendre aussi à la lumière de ce qu'a vécu le Japon en 1945, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, quand on s'est demandé ce que l'on allait faire de l'empereur Hirohito, et que les morts, d'une certaine façon, auraient peut-être, été déshonorés par la situation qui a été celle du Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qui aurait comme une colère des morts qui se retrouvait dans Idoménée avec la colère de Poséidon. Voilà. Donc il y aura cette rencontre très forte, je pense, entre le mythe grec, l'œuvre de Mozart et cette culture théâtrale venue d'Orient que nous apporte Satoshi Miyagi. Alors Rossini, c'est un génie dont on ne cesse pas de redécouvrir toutes les facettes de l'incroyable richesse du talent. Donc on connaît ses opéras bouffes, bien sûr, le Barbier de Séville. On connaît aussi ses opéras seria, et notamment le festival a eu un rôle important dans cette renaissance, avec Sémiramide notamment. Et il y a encore une partie du répertoire que l'on connaît moins, notamment celui qu'il a composé quand il était en France, que c'était le compositeur préféré et officiel du roi, Charles X. Et c'est grâce à cette œuvre qu'il est parti à la conquête en fait de l'Opéra de Paris et de la France et des Parisiens. Il a adapté une œuvre en français, mais en bouleversant profondément les choses, une œuvre qu'il avait déjà composée pour l'Italie, et qui est une œuvre donc à sujet biblique, qui est une œuvre à grand spectacle. C'est vraiment une sorte c'est un péplum avant la lettre. Enfin, c'est une œuvre à grand spectacle qui parle de Moïse, du peuple hébreu qui essaie de sortir. C'est vraiment les 10 commandements. C'est la même histoire que le film de Cécile B2000, qui va entre le buisson ardent et la traversée de la mer Rouge, et en passant par les plaies d'Égypte. Donc cette dimension spectaculaire est très importante, ça appartient vraiment à l'imaginaire de cette œuvre. Mais c'est une œuvre aussi dramatique, religieuse, c'est un Rossini très noble, très monumental, dans lequel le chœur joue un rôle très important. L'air le plus célèbre, c'est une prière, la prière de Moïse d'abord, rejoint par les personnages, puis par le chœur. C'est vraiment c'est un Moïse qui fascinait Balzac et Stendhal en leur temps, parce que c'est un Rossini noble, tragique, religieux, et éventuellement là où on ne l'attendrait pas en effet, mais c'est néanmoins Rossini, donc il y a du bel canto qui nécessite les plus belles et les plus grandes voix d'aujourd'hui, aussi bien le spécialiste du rôle Michele Pertuzzi que 2 chanteurs qui sont en train d'exploser sur la scène internationale comme Pene Patti ou Janine Debic. Voilà, on va avoir aussi du grand et beau chant. Et enfin, une mise en scène absolument passionnante d'une des figures les plus intéressantes de la scène, de la mise en scène d'opéra aujourd'hui, qui est le metteur en scène Tobias Kratzer, qui va faire ses débuts au festival, et qui va proposer une relecture contemporaine de cette histoire biblique, nous interrogeant sur, c'est pas du tout la partie religieuse, mais la partie plus économique ou politique, nous interrogeant sur ces populations d'aujourd'hui, ces peuples en exil, en exode dans la Méditerranée. En fait, c'est une œuvre biblique, parce qu'au départ, ça a été composé pendant le carême à Naples. On n'avait pas le droit de composer des opéras, sauf s'ils avaient des sujets bibliques. Et il a repris cette matière, mais l'a considérablement fait évoluer, mais lui a donné la forme d'un grand opéra comme les voulait Paris, avec 5 actes, un grand ballet, des scènes encore plus étoffées. Donc l'œuvre, c'est l'adaptation d'un des plus grands monuments de la littérature européenne, la Divine Comédie de Dante,
œuvre absolument fascinante, œuvre somme, œuvre d'un raffinement poétique incroyable. Ce que va faire Pascal Dussapin et son librettiste Frédéric Boyer, c'est nous la rendre profondément humaine, profondément contemporaine. C'est une œuvre qui est très difficile à adapter, donc ils ont choisi de faire ce qu'ils appellent un voyage, donc un choix dans cette œuvre, qui est elle-même un voyage. Qu'est-ce que c'est que la Divine Comédie? C'est le voyage d'un homme, Dante lui-même, mais aussi tous les hommes en fait, à travers ses souffrances, à travers son vécu, ses expériences, ses amours, ses croyances, sa foi, l'art, pour découvrir qui il est et comment devenir un homme. La Divine Comédie, c'est au fond comprendre ce que c'est que l'homme, l'humanité, c'est traverser l'humanité pour, à terme, avoir une meilleure connaissance de soi et s'accomplir, se réaliser en tant qu'homme, en parfaite connaissance de cause. Et ça, c'est évidemment une histoire qui nous parle à tous. Et Pascal Dussapin et son librettiste nous la rendent sensible à travers des personnages très incarnés. Dante, qu'on va le voir à la fois homme entre deux âges, mais aussi le jeune Dante. Il va y avoir un dialogue entre le jeune Dante qui a perdu Béatrice et Dante plus âgé. Il y a Béatrice qui va parler et intercéder pour Dante depuis le paradis. Il y a la voix des damnés aux enfers qui nous fait prendre conscience dans notre chair de ce que c'est que cette souffrance de manière très opératique, pathétique, mais aussi très grotesque. Voilà, et puis il va y avoir des instruments fascinants comme un glace harmonica. Glace harmonica, vous savez, c'est originellement ces verres mouillés qui donnent des sons étranges pour nous rendre audible le caractère ineffable du paradis, par exemple. Donc voilà, on va nous raconter le trajet d'un homme. Ça va nous parler très très fortement aussi grâce à la mise en scène de Klaus Guth. Qui va nous raconter cela sous une forme contemporaine. C'est un homme d'aujourd'hui qui a eu un accident de voiture et qui erre dans les limbes, qui a les souvenirs de sa vie, les êtres qui le hantent, comme cette fameuse femme en rouge qui est probablement Béatrice, et qui ressemble un peu à quelque chose comme un film de David Lynch d'une certaine façon. Donc voilà, une approche très contemporaine de cette fable universelle qu'est la Divine Comédie. Et ça, c'est typique de Pascal Dussapin, s'emparer d'un mythe pour nous parler d'aujourd'hui et nous le rendre sensible par les moyens de la musique. Oui, il y a encore deux œuvres dans la programmation d'opéra. Il y a le Couronnement de Poppée de Monteverdi qui était déprogrammé de 2020 et qui est programmé cette année. Et puis il y a une œuvre extrêmement prometteuse, Woman at Point Zero, de la compositrice libanaise Bouchra El Turk, qui est inspirée du récit de l'intellectuelle féministe Nawal El-Saadawi, qui est décédée récemment, une figure majeure de la scène intellectuelle égyptienne, et qui raconte l'histoire d'une femme qui est dans le couloir de la mort parce qu'elle a tué son proxénète. Et elle va raconter, donc à son interlocutrice, qui recueille son témoignage, elle va raconter pourquoi elle est là. Et en fait, c'est le récit finalement de la condition féminine et de ses difficultés dans la société qui est la sienne. Mais en même temps, l'opéra va élargir le propos et s'interroger sur la place des femmes, d'une certaine façon, dans toutes les sociétés, quelles qu'elles soient et sous quelque forme que ce soit, où elles sont opprimées. Voilà. Et Bouchra El Turk va utiliser pour cela un langage très intéressant, où elle fait se rencontrer quantité d'instruments appartenant à la fois à la tradition occidentale, mais aussi extra-occidentale, aussi bien Moyen-Orient que Extrême-Orient ou autre, et ça participe de cette volonté de dialogue en fait entre les cultures. Puis c'est un opéra qui va solliciter aussi la vidéo. Voilà, c'est un opéra qui est le fruit de la collaboration de 4 femmes et qui sera dirigé par une femme. C'est dire aussi ce souci qu'a le festival d'être très actif dans la promotion des femmes dans les milieux de la musique classique, qu'il s'agisse des compositrices, des chefs d'orchestre, des metteuses en scène, etc. Forte, forte, forte,